Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexis, de Seb, de Stéphane et nous allons parler d'Eugène System mais également de Wargame European Escalation. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, bienvenue dans Extra Life. On va commencer direct un petit peu par la base. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours donc, dans le jeu vidéo, peut-être en dehors du jeu vidéo auparavant? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Alexis Le Dresset. Alors mon parcours, j'ai fait de l'architecture avant, donc je suis architecte. J'avais une agence et puis en 2000, avec mon frère Cédric, on a monté Eugène System parce qu'on voulait faire du jeu vidéo. Et toi, Stéphane, du coup? Alors moi, ma formation, à la base, je suis infographiste, infographiste, et assez rapidement, en fait, j'ai rejoint une entreprise d'un ami qui avait fait les mêmes études que moi. C'était In Utero. Okay. On a travaillé, on a fait Evil Twin, on a fait des jeux pour Cryo à l'époque. Et puis en 2003, on a coulé, parce que la bulle Internet, tout ça, donc voilà, les super projets, machin et tout, capoté. Il y a un de mes amis donc d'In Utero qui m'appelle et qui me dit, il y a une société qui est en train d'essayer de... On m'a dit ça à cash, on m'a dit ils vont essayer de faire mieux que Command & Conquer Général. Moi je dis, Command & Conquer Général, intéressant, je suis en train de jouer, c'est génial et tout, j'adore ça, ils ont fait des heures et tout. Et donc je contacte Alexis pour donc éventuellement travailler avec eux, parce que je m'embêtais un peu chez Vivendi quand même. Et il me dit, écoute, on va essayer de mettre une claque à Command & Conquer Général. Je dis, attendez, vous sortez d'où, vous avez fait quoi? Alors bon, il y avait 2 jeux avant et tout ça, enfin je dis quand même, bon, Command & Conquer quoi. Et je regarde leur démo et je fais, ah oui, ça va le faire, on va y arriver. Allez hop, bingo, je signe cash. Donc je quitte Vivendi et j'arrive et on travaille donc sur Act of War pendant 1 an et demi et on sort, moi je suis assez fier du produit quand même, hein, et puis c'est très très bien accueilli, et effectivement, quelque part, on met une claque à Command & Conquer Général. Bon, pas au niveau des ventes, mais on leur met quand même une belle claque au niveau des notes, on est bas, on a de bonnes innovations et tout ça, et donc depuis, donc, je suis donc chez Eugène System, et je suis toujours lead game designer, c'est-à-dire que je m'occupe de l'équipe qui fait le level design, les mécaniques, et tout ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre attachement au jeu stratégie? Donc pourquoi il y a un thème quand même. Eugène System, genre pourquoi, quelles étaient tes références? Tu disais genre j'avais envie de faire du jeu stratégie, mais pourquoi du jeu stratégie? Alors à la base, moi c'est les jeux auxels je jouais le plus, donc que je préférais, on va dire, où l'expérience, quand on joue à un jeu, il y a ce qu'on voit, mais il y a tout un truc qui se passe dans la tête et tout. Enfin, donc cette expérience ludique, je trouvais que c'était celle qui me procurait le plus de plaisir. Et naturellement, quand on a envie de faire du jeu vidéo, je pense qu'on choisit sa passion. Donc moi j'ai dit à mon frère, qui avait une société de services en informatique, qui s'appelait Eugène System. Okay. Donc c'est pour ça que ça s'appelle. Sinon on aurait mis... on n'aurait pas mis un nom aussi con. Games. Ouais, voilà, on n'aurait pas mis un nom aussi con. Mais finalement, comme le nom est complètement différent de ce qui existe, finalement, c'était pas si mal. Oui. Et donc on est parti là-dessus. Et puis le premier jeu qu'on a fait, donc il s'appelait Times of Conflict, il n'a pas révolutionné le monde. C'est-à-dire qu'il était assez mauvais. Mais on a vraiment, je pense qu'on a, moi j'ai jamais travaillé dans le jeu vidéo avant. Mon frère non plus. On était 4 dans la boîte. Et personne n'avait jamais fait de jeu. On a fait ça, c'était super dur, on comprenait rien, on connaissait rien. Et puis après on s'est dit, ça fait chier, on pensait... le jeu était pas bon. Et on s'est dit, allez, on va en refaire un, on va tâcher de faire mieux. Et l'objectif c'était d'arriver et de se dire, est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc il y a d'un côté la passion pour ce type de jeu, et de l'autre côté on s'est dit... Alors c'est marrant parce qu'il y en a plein qui nous disaient, mais vous avez aucune créativité parce que vous faites toujours les mêmes types de jeux. Alors qu'à l'époque, les studios changeaient de jeu, ils faisaient un jeu de bagnole, et puis un jeu Ford et tout, et nous on s'est dit, en fait je pense que, je vais dire un petit peu comme si on a un groupe de musique, voilà, on joue du métal. Bon, on va pas tout d'un coup se mettre à faire de la pop ou de la musique de chambre. On fait du métal, on fait que du métal. Puis en plus il y a plein d'éditeurs-développeurs très voilà. spécialisés dans maintenant, ce domaine. Maintenant c'est complètement le cas, il n'y a plus personne, c'est très rare que des studios shift, parce que le jeu vidéo devient de plus en plus... c'est pas qu'il est de plus en plus difficile, mais c'est techniquement de plus haute volée, donc il faut quand même... Il faut de la qualité, de l'expérience. Ouais, et les joueurs veulent de la qualité.
Et ouais, c'était important pour nous d'arriver. Et donc au début, nos jeux étaient un peu... ah tiens, on va faire... Bon, Times of Conflict, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un jeu science-fiction au début. Genre, ah ouais, parce que c'est la première idée, la SF. Comme par définition, il n'y a aucune contrainte. C'est pour ça T'as qu'on... pas ce que tu veux. La plus grosse connerie, c'est de foncer direct dans la SF. La SF, c'est très dur. Mais au début, quand on sait rien faire, ça paraît très facile. Donc le deuxième, il était SF, Heroic Fantasy, un truc mélangé. Enfin, c'était encore SF d'ailleurs. Et puis après, le troisième, on s'est dit... Et le deuxième, il était mieux au niveau des notes. C'est Gladiator. Gladiator. Ouais. De Galactic Circus Game, je crois. Et puis après, on s'est dit, bon, il n'a pas marché non plus au niveau des ventes. Et là, tout ça, c'était PC, déjà. C'était que PC, ouais. Ouais. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, il en a marre. Alors, petite question. Vous connaissez pas comment faire un jeu vidéo. Vous savez pas. Vous décidez de vous y mettre, très bien. Mais vous partez sur quoi? Des frameworks, des trucs? Vous inventez la roue tout seul? Ah ouais, on a tout inventé, ouais. Voilà, pour le coup, Ouais, il y a les deux gars. expériences différentes, parce que c'est... Enfin, chez Eugène, on a tout inventé mais c'était con, hein, on aurait fait... Et puis, on a fait ça... On a fait... Au début, bon, quand on a monté la boîte, d'abord, il y avait pas de moyens, on a monté ça sans argent, donc c'est vraiment, bon, voilà, on a une idée, est-ce qu'on... Puis moi, je savais pas comment on écrivait un game design document, les éditeurs, on savait pas trop, donc on regardait les boîtes de jeu, à lui, peut-être on va essayer de l'appeler, enfin, vraiment, complètement, c'est vraiment... À l'arrache. à l'ouest. Et puis, et en fait, moi je te connaissais pas personnellement, mais il s'avère que quand j'ai fait mes études d'archi, mon Bali, mon pote, son beau-frère maintenant, donc celui qui sortait avec sa sœur, C'était mon patron. c'était son patron. Et donc, la boîte, et en fait, à la base, avec mon pote, on jouait énormément à StarCraft. Ouais. Donc on était comme des fous, et on a kiffé le jeu à mort, et puis on dit, ah, on va faire un jeu. Ce mec-là, parce qu'on avait on se disait, StarCraft, s'il y avait ci et ça, ce serait encore mieux. On se dit, oh non, on va faire StarCraft là. Et mon frère qui avait sa boîte d'informatique, je lui dis, ah, on va faire StarCraft, ça va être cool, ça va être facile. Et puis mon frère dit, ah, c'est cool, ouais, carrément. Et donc je demande à mon pote, il y a le mec de ta sœur là, il a un studio, il peut peut-être nous dire à peu près. Et puis il nous reçoit sympathiquement, c'était à l'époque où il y avait Rainbow Six qui était sorti en fait. Ouais, moi, je on jouait en rappelle, réseau on dans jouait à sa Rainbow boîte, Six, Rainbow alors, Six, bon. comme des malades plus que le Et projet. Age of Empires. C'était Age les of deux. Empires, Bon là, tout est tombé un soir, on jouait à Rainbow Six. Qui donnait déjà une petite connotation du jeu. C'était hardcore, FPS, une balle tu meurs. Ouais. C'était pas Quake ou ça, Ouais. c'était Rainbow Six. Techno thriller. Plus pointu. Voilà. Et lui il était très sympa parce qu'il nous a aidés, parce qu'il nous disait, écoutez là, vous ne devriez pas faire comme ça, c'est trop moche, il faut que vous fassiez une démo, Ouais. sinon personne ne va vous signer, etc., etc. Donc franchement vachement patient avec nous. Et puis après, bon, on a eu de la chance de trouver un éditeur, c'était Microïd. Et puis on est parti dedans, je sais pas comment Microïd. Déjà, vous avez eu la chance de pas mourir, alors que nous, Ouais. Et puis. en 2003, hein, les boîtes de jeux vidéo en France, elles sont tombées comme des mouches. Hein. Et s'est puis, retrouvé 2000 sur le marché du travail, va trouver du taf. C'était 2003, c'est la bulle Internet, mais on dit bulle Internet, enfin c'est gentil, ça a explosé tout le monde. Hein. Bulle de jeux vidéo, pareil. Et du coup, comment vous expliquez le déclic Act of War? Qu'est-ce qui a fait que soudainement, alors, vous avez franchi un cap? Est-ce que c'était les gens qui ont été recrutés? Est-ce que vous avez acheté un moteur? Est-ce que c'est l'expérience accumulée sur les précédentes productions? Ça a été quoi? Je pense qu'il y avait... Gladiator était mieux. Et on commençait à Gladiator à un peu toucher notre bille. Graphiquement, on maîtrisait plus les choses. Le moteur, donc était notre moteur, on commençait à mieux le maîtriser. On arrivait à... alors peut-être parce que je suis architecte de formation, donc il y avait plein de trucs, j'aimais bien Ouais, les faire villes, tout ça. les Ouais, maquettes, les décors. ouais. Et ce que disait Stéphane là tout à l'heure, disons quand il a vu la démo on avait fait, on avait appelé ça Little Rock. Little Rock, je crois que c'est le capitale du Texas ou je sais pas quoi. Enfin, bon, on avait mis Little Rock, je sais plus pourquoi. Mais elle avait de la gueule, c'est-à-dire que et ça, on l'avait fait, on s'était dit on va faire la plus belle maquette. Et puis donc c'était avec, parce qu'après donc la personne David, on a travaillé ensemble. Et en fait, je lui ai montré la première démo d'Act of War. Je lui ai dit j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi parce que notre démo elle est pas top. Et il dit ouais effectivement elle est pas top. J'ai dit on va faire un truc de fou, on va faire une ville, et lui et David il était super excité. Ouais, mais moi je pense que c'est ça, la grosse différence entre Times of Conflict et Gladiator et Act of War, c'est l'ambition. C'est Ouais. d'un seul coup, il est venu, il a dit on va faire mieux que EA, enfin on va faire mieux que Command & Conquer. Et le fait de viser, tu vises la lune, Et en fait, viser les étoiles, ça la amène loin, différence quoi. aussi, c'est que sur, par exemple, Times of Conflict, il y avait une envie d'arriver de trouver des mécaniques complètement différentes.
ah bah tiens, dans tel jeu, il n'y a pas ça, si on faisait ça, qu'est-ce que ça donnerait? Et souvent, c'était assez malheureux. Gladiator, c'était un espèce de truc un peu barré, très tactique, action, frénétique. Et puis, on tombait sur des spawn zones, on récupérait des unités, mais... Et puis, Act of War, l'idée, c'est, on s'est dit, il faut qu'on sache faire des jeux. Il faut qu'on sache faire des jeux, donc on va arrêter de faire des jeux, on va partir sur des idées un petit peu différentes. On va faire exactement pareil. General, c'est génial, mais on peut faire mieux. Graphiquement, le General, moi je trouvais pas qu'il était très beau. Je trouvais que les villes étaient canons, mais je trouvais qu'il y avait un côté un peu, ce que nous on appelle goofiesque, un peu, bon, le côté... C'était pas très réaliste. Le GLA, c'était vraiment, c'était un peu les méchants irakiens, les gentils américains. Politiquement, le jeu était super limite. Limite, on va dire second degré. C'est-à-dire, il y avait un côté second degré. C'était pas du tout second degré. Ouais, puis peut-être à l'époque. Peut-être même premier. Pour nous, on le prenait second degré quand même. Donc on disait, on ne prenait pas ça au sérieux, quoi. Heureusement, peut-être, mais. C'est où? Tu te souviens, il y avait le Hungry Mob. Oui, les foules en colère. La foule en colère. J'ai besoin de chaussures. Enfin, on était là, on se disait, mais il faut le prendre comment? Le mec avec le kamikaze avec les bombes. Et c'était limite. On revenait à Rainbow Six, et on disait, mais Rainbow Six, alors à l'époque, on n'avait pas collé le terme techno-thriller dessus, parce que c'était pas connu, mais on dit, mais je sais pas, Rainbow Six, c'est hyper crédible, enfin, moi j'y crois, un groupe d'intervention, les mecs, et on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait en fait le techno-thriller? Le techno-thriller sur un RTS, ça donnerait quoi? Est-ce que ça donnerait le général? En fait, non, on s'est dit, non, du techno-thriller, ça donnerait pas de général, c'est goofiesque, c'est du deuxième degré. Non, qu'est-ce que ça donnerait si on avait des mécaniques aussi balèzes, si ce n'est plus que Generals, et un côté par-dessus techno-thriller? Et le techno-thriller, c'est quoi? C'est 24 heures, c'est... Et il y avait aussi, on était là, on se disait, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est... On va voir un vrai char, on va voir l'hélicoptère Apache. Ouais, il n'y avait pas de RTS qui mettait de vraies unités. C'était toujours soit de la SF, soit de l'Heroic Fantasy, soit des unités, tu vois, Age of Empire, Age of King. Tu n'en avais aucun qui disait, bon, on va mettre un vrai Apache, on va mettre un MLRS avec des vrais FX... Et puis dans des vraies villes. Et puis on va dire, on va appeler ça un Bradley, on va pas appeler ça un char moyen ou un char léger. Parce que comment on conquiert, les unités sont complètement, bon, à part le Humvee, mais tout est un peu fantasy. Et donc on s'est dit, non, on va faire le RTS classique, parce qu'il est très classique comme RTS. Construction de base, économie, tout ça. Et on va essayer de le faire vraiment le mieux possible. Et puis avec un petit côté plus réaliste. Ouais, en fait, ce qu'on avait envie, tu vois, ce qui nous faisait kiffer. Le côté série 24, quand on avait dit on veut du techno-thriller, on s'est dit on veut qu'on y croit, quoi. C'est-à-dire, dans Act of War, il y a des scènes qui se passent en Angleterre, à Londres, enfin... Je me rappelle quand on avait fait tourner les premières scènes de cinéma, parce que donc c'était filmé, et qu'il y avait un reportage où on disait le baril de pétrole est à $100. Et à l'époque, le scénariste nous disait le baril de pétrole à $100, mais on n'y croit pas, c'est pas crédible votre truc, vous n'êtes pas dans le techno-thriller, c'est de la science-fiction. Quand tu vois qu'il est à 130 maintenant, mais on avait touché à des choses qui étaient. Et c'est vrai qu'Act of War, quand il joue, tu y crois beaucoup plus. Pourtant, les mécaniques sont proches du RTS. Puis il y avait toutes ces séquences de cinéma. Il y a aussi un truc, c'est que donc Gladiator, le premier c'était Microïd, c'était un tout petit budget. Gladiator, c'était Arcs and Tribe, qui n'existe plus maintenant, et c'était aussi un petit budget. Et là, on a réussi. Act of War, c'était Atari. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir un gros budget. Alors aussi, l'argent, ça aide. Faut gérer. C'est que faut gérer, oui. Tout d'un coup. Non, franchement, ça aide. C'est que faut le gérer. Enfin, il y a plus de personnes. C'est pas forcément un problème de gestion, mais c'est qu'en tout cas, ça apporte des moyens colossaux, quoi. Ça apporte des moyens. De son, de musique. En fait, le problème qu'il y a, c'est que sinon tout est fait au système D. Et alors, tout d'un coup, on avait la dose de budget. Atari nous dit clairement les choses, nous dit écoutez, vous délivrez pas, on kill le truc. Et personne chez Atari, tout le monde nous regardait avec le flingue parce que c'est Bonnell qui a vu le jeu. On lui a présenté un moment, il a dit putain, c'est cool votre truc. La fameuse démo, il dit ah, c'est vraiment cool. Il a dit bah moi j'ai envie de travailler avec des gens comme vous, faites un truc cool. Et puis on a eu de la chance, on avait des producteurs qui étaient vraiment cool. Hyper sympa, des mecs qui croyaient dans le truc, qui quand on leur disait on va refaire on va remodéliser Washington à l'échelle 1 avec tous les bâtiments et on va jouer dedans, il y a des gens ils vont dire vous êtes fous, il n'y arrivera jamais. Mais il y avait beaucoup d'argent sur le truc, donc tout d'un coup on a des il y a des ailes qui poussent quand on a ça. Et du coup il y a eu Act of War, juste donc là vous étiez bien parti, bien solide, juste après vous avez fait Ruse pour Ubisoft. Et maintenant, c'est Wargame European Escalation. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du choix déjà de l'univers? C'est-à-dire comment vous avez abordé le développement du tout dernier là, qui vient de sortir? Parce que donc, du coup, vous avez fait un petit peu différents types d'univers quand même, avec Techno Thriller, Seconde Guerre mondiale, et là maintenant c'est une uchronie.
Oui, Donc, c'est la guerre froide. C'est l'Uchronie. Ouais, Et ça, je pense que le côté guerre froide, c'est nos âges, quoi. C'est des trucs quand on était plus jeunes. Qui ont marqué, ouais. Qui nous ont marqué. Et puis nous, on faisait partie, je pense, de ces garçons qui aimaient bien les maquettes, qui jouaient à des jeux vidéo. C'était pas très populaire le jeu vidéo quand on était jeune. Peu de gens jouaient. Disons qu'on était un peu déjà placé. On avait l'étiquette, en fait. Ouais, voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est socialisant, le jeu vidéo. Ouais, à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'est donc 1984-1983. Déjà, je me rappelle de deux choses. Je me rappelle que je jouais beaucoup sur les. Moi, c'était les consoles aussi, mais aussi les Atari et tout comme ça. Plus à l'époque, c'était plutôt les Spectrum 48K et tout ça. Mais surtout, c'est ce que je disais à Alexis. Moi, je prenais conscience, parce que j'avais donc 10, 11, 12, 13 ans, je prenais conscience qu'on vivait sous la menace nucléaire, en fait. C'est des choses qui aujourd'hui paraissent complètement aberrantes, mais c'est les Rambo, c'est tous ces... C'est dire qu'on peut mourir du jour au lendemain parce qu'il y a un malade qui, derrière un mur, a tiré et que ça a fait une escalade et que ça part, et voilà, on est tous morts. Et on a vécu presque 10 ans comme ça, parce que les gens, ils se rappellent plus de la guerre du Golfe, 90, mais moi, je me rappelle que les tensions en 85... on peut se rappeler de Mitterrand, on peut se rappeler de plein de choses, mais moi je me rappelais qu'il y avait deux types qui se regardaient face à face avec des missiles braqués et que si ça tombait au milieu. Au milieu, c'était nous. Et c'est pour ça que ce sujet... Il y avait plein de jeux qui étaient... à l'époque, il y avait plein de jeux qui étaient... genre des trucs fictifs, genre dans 3 ans, ils se font sur la gueule. Raid over Moscow... Puis les bouquins aussi. C'était quoi, Theater of War ou quelque chose sur Amstrad? Oui, il y avait Pacte de Varsovie, autant. Il y avait des jeux. typique, Parce que c'était. Mais surtout tous les jeux Microprose, les F-19, Steel Fighter, les Abrams Seven Tank Platoon, où on passait son temps à attaquer les plaines de l'Est, quoi. C'était ça. Donc et puis les bouquins. On revient toujours au techno-thriller. Des jeux comme Harpoon. Donc quand on a fait Ruse avait comme vocation d'être un jeu très accessible. Ouais. C'est-à-dire que, on voulait faire quelque chose de très accessible. On voulait aller voir côté console pour voir si, est-ce qu'on peut trouver de nouveaux joueurs pour des jeux de stratégie. Et de l'autre côté, on s'est dit, on a fait Act of War, on est très satisfait de la qualité. Donc on se dit, faisons quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que Ruse est très différent, ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Et là, vous êtes revenu sur quelque chose d'un peu plus difficile d'accès. En fait, Ruse, donc, très accessible. On a découvert, il y avait plein de choses. Il y a plein de choses particulières dans Ruse. Typiquement, on est un des rares, voire très très rares RTS, dans lequel les distances de tir d'unité sont très grandes. Généralement, tout se bat dans un mouchoir de poche. C'est pas que c'est mal, mais c'est que c'est toujours pareil. Et donc on a découvert ça, on a joué avec, et je trouve que Ruse fonctionne assez bien là-dessus. Les grands terrains, les grands terrains, c'est de la techno. Qui dit grand terrain dit qu'on a des zones de jeu qui sont plus grandes, donc du coup on peut manœuvrer. Donc on a apporté la manœuvre au RTS, c'est-à-dire de dire quand vous êtes dans une petite carte, la manœuvre c'est est-ce que je passe à gauche de l'immeuble ou à droite de l'immeuble, ça reste limité. Si vous êtes sur une grande carte, vous pouvez faire passer des corps d'armée en manœuvrant. Donc l'intérêt d'avoir une grande carte, qui est toujours le cas dans Wargame, c'est de pouvoir avoir ces grandes distances, ces grands temps de latence et de manœuvre. Mais de l'autre côté, ça apporte aussi la nécessité d'anticipation. Quand vous avez des grandes manœuvres, c'est comme tout. Quand vous avez commencé à bouger sur 50 km à l'ouest, si on vous attaque à l'est, pas de chance, mais vous n'allez pas revenir en 2 minutes. Ce qui est pas le cas habituellement dans les RTS, vous avez qu'à cliquer un petit peu vite à gauche et vous allez ramener votre... là, c'est pas possible. Donc du coup, il faut anticiper. Et qui dit anticiper dit planification. Il faut savoir ce qu'on fait. Et information. Là, voilà, et savoir, est-ce que je prends à gauche ou à droite, et pourquoi à la gauche de la droite. Et donc du coup, on s'est aussi rendu compte que ces jeux-là nécessitaient un peu de réflexion un peu plus avancée, d'ailleurs pour nous ce qu'on appelle de la vraie stratégie. Et c'est vrai que c'est aussi un peu plus compliqué. C'est ce que tu disais dans ta critique aussi, avec la notion de ravitaillement, justement, qui était très important. Qui est sans pitié dans Wargame. Et pourtant, ça paraît naturel. Vous avez des chars, ils roulent. Si vous n'avez plus d'essence. Et puis il y avait aussi vachement de jeux. Alors ça remonte à, je dirais, une bonne dizaine d'années, même un peu plus peut-être. À une époque, il y avait pas mal de jeux en tour par tour qu'on appelait les wargames. Genre moi, Steel Panther, il y avait Close Combat, il y avait. C'est vraiment des jeux, mais avec Steph, on a les mêmes goûts en termes de jeux, donc il y a des jeux qui nous ont marqués, qu'on a vraiment aimés. Alors l'idée n'est pas d'arriver Enfin, on voulait pas refaire les mêmes parce que d'abord tour par tour on n'aime pas. Enfin, on n'aime plus le tour par tour. C'est qu'on considère que c'est possible de faire aussi bien en temps réel maintenant. Et on est très joueur multi, et puis tour par tour en multi, là pour le coup je trouve ça pêche vraiment. Plus affaire de goût, mais et on se disait, oh la vache, quand même ça c'était sexy avec les trucs, les unités, c'est caractéristique. Les hélicoptères. Et on avait envie de faire unités, un jeu où on se disait, ce qu'on n'a pas fait dans Ruse parce que Ruse devait être plus accessible,
Je dis, mais attends, franchement, quand t'as un canon de 150 avec des obus trucs, ça doit taper dans le char de l'autre. Ah ouais, et puis si on fait les blindage localisés. voilà. Et puis après, on a dit, bon, on va tout mettre dedans. On va faire le truc où il y aura tout, Mais du coup, sans vous êtes- concession. Vous êtes des spécialistes, genre de tout ce qui est char, etc. Vous avez Ah, bossé je avec pense des clairement. gens, vous avez conduit déjà. C'était de ça- base ou vous avez documenté exprès? Non, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est depuis l'âge de 12 ans, on joue au Ouais. simulateur de Microprose, donc on finit par les connaître. D'accord. Bon, après, On connaît a bien, fait notre mais, service, mais bon, voilà, c'est pas ça qui a fait de nous des... Moi, j'ai pas fait. Voilà, toi, bon, ok, j'ai fait mon service. C'était, Mais on n'est pas des experts militaires. On commence à avoir une expertise militaire, mais c'est surtout qu'on est des fanats d'histoire déjà, de beaucoup de périodes. Donc on connaît l'histoire, on connaît les guerres, que ce soit la première, la deuxième, la troisième. Lui il est spécialisé aussi dans les guerres napoléoniennes, il aime bien ça. Enfin, Un indice pour le prochain jeu, peut-être. c'est compliqué, Napoléon, les guerres. hein. Napoléon, faut pas le rater. Parce que Napoléon, Non, on va se faire rappeler les- le jour où on le fait, c'est que on peut faire un truc de fou. Parce que ce sera fait par un studio français, et donc il faut que ce soit Ah, sur ouais, la faut que ce soit quintessence même du puis truc. c'est des choses qui sont compliquées, puis il faut Donc, mais oui, on connaît tout ça, et puis au fur et à mesure, et puis on peut pas dire de bêtises, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire on va faire un jeu sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la guerre froide, et puis se pointer et confondre un Abrams M1 à 1 d'un M1 tout court, c'est pas possible, c'est pas honnête. C'est comme si vous faisiez un FPS et que vous confondiez un M16 avec un Car 15, c'est pas possible. C'est pas honnête vis-à-vis des gens. Donc non, oui, on connaît les choses. Maintenant, c'est notre background, quoi. C'est ça qui nous permet de Et créer des jeux. comment vous approchez l'insertion d'une unité? Ok, vous renseignez sur ses capacités dans le jeu par rapport à l'équilibrage après du gameplay. Alors, Parce que il se peut qu'à une période dans l'histoire, les unités d'un camp étaient tout simplement supérieures à celles de l'autre. À un coût peut-être supérieur, je ne sais pas. Alors le coup, on est toujours libre. ouais, parce c'est nous que qui il suffit de décidons le mettre de- 2 fois plus cher, et puis voilà. Voilà, c'est nous qui décidons de l'argent parce que personne connaît le coût. Et la notion de coût, elle dépend tellement de paramètres, c'est même historiquement, on ne peut pas arriver et le justifier. Typiquement, par exemple, Ruse, on a mis le T-34, pas très cher, parce que le T-34, historiquement, il y en avait tellement, et il fallait ressentir ce goût-là. S'il avait fallu mettre le vrai prix, on aurait mis $1 pour le T-34 Voilà. et 100 pour le Tigre, mais ça aurait pas C'est ça. été... Mais ça aurait été injouable. ça aurait été injouable. Et puis dans la réalité, l'Allemand, il est tactiquement, il a zéro matériel. Enfin, il en a très peu. L'autre en Ouais. face, il en a des milliers. Et je crois que c'est pendant du côté américain, je Oui, crois que c'était c'est un pour Tigre 10, ouais. pour 10 Sherman. Mais on Donc, aurait dans pas le pu faire jeu, ça. c'est hyper chiant à jouer. Puis de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que sur un Parce que dans la FPS, poursuite du réalisme, on se retrouve confronté justement au réalisme. en fait, c'est parfois, pas non on cherche pas la simulation. C'est-à-dire, il y a une grosse différence. Par exemple, sur nos forums, là, sur Wargame, alors il y a toujours le débat réalisme, gameplay. Donc intérêt ludique ou réalisme. La question, elle se pose pas dans. Nous, on fait pas des jeux de simulation. Globalement, Wargame n'est pas une simulation de guerre. On peut pas en savoir, en jouant à Wargame, savoir qui aurait gagné la... Mais la c'est froide. pas du tout le notre but. propos. Donc on est clairement dans un jeu. Un simulateur, c'est ce qu'il essaie de faire. C'est ça. On est clairement dans un jeu où le gameplay prime. C'est-à-dire, on cherche à faire une expérience de jeu, et pour la faire le mieux possible, on se dit, si elle nous plaît, peut-être qu'elle plaira à d'autres, et donc on se donne corps et âme là-dedans. En revanche, on se dit, voilà, on a une direction, par exemple celle de la guerre froide, et d'être réaliste, ce qui fait que, par exemple, si j'étais dessinateur, je me dis, je vais dessiner un personnage. Alors je commence à dessiner la tête, hyper réaliste, c'est-à-dire avec les proportions correctes, tous les détails, et puis après, je fais 2 pieds comme ça et tout. On se dit, c'est débile. Il a fait la tête comme ça. Ou alors, il faut qu'il fasse Mickey, mais complètement Mickey. Si on prend... En fait, l'idée de réalisme, c'est une forme on va dire, de direction créative, plutôt que, au niveau du gameplay, il faut que tout soit figé. Nous, par exemple, l'artillerie, dans Wargame, qui est assez puissante, elle est... Pareil, ouais. Elle est, en fait, Mais elle est réaliste. correcte. Elle est réaliste dans le sens par rapport à la guerre froide, ce qu'aurait été, c'est-à-dire que c'est puissant, c'est cher, Mais il y en aurait eu et ça consomme. beaucoup. Et ça consomme. Et Et, ça c'est consomme. un problème de logistique. C'est-à-dire que c'est pas tant de problème de tirer des obus que d'avoir les trains derrière qui les ramènent pour ravitailler. Et c'est en ça qu'on est réaliste. Mais, On va pas faire on aurait pu mais dire il n'y a qu'une artillerie C'est par peut-être camp. la ou- cohérence du monde en fait. Oui, il faut que ce soit chercher. cohérent. Il faut que ça tienne la route. Il faut que le char et l'hélico aient des vitesses à peu près, mais bon, les batailles se passent en quoi, 15-20 minutes 30 minutes. De toute façon, Dans la compression réalité, du temps, hein. il y a une énorme compression du temps. La consommation en carburant, il faut pas beaucoup de kilomètres. Mais ce qu'il faut, c'est que le joueur, vraiment ce qu'on essaie de créer, quand il rentre dans notre bulle,
il doit se dire j'y crois. Et quand il voit les terrains, j'y crois, il y a les routes, il y a les trucs, je reconnais quelques trucs. Bon, c'est une simplification de la réalité. Mais c'est vrai qu'on est correct. Mais ce qui est normal, ce qui est normal. Un Abrams et un T80, ils vont avoir des caractéristiques, c'est ce qu'on disait, on va jouer sur le prix. C'est-à-dire que leurs caractéristiques sont quand même très proches de la réalité. En emport de munitions, en emport d'obus, en blindage, en pénétration, tout ça c'est réel. Quand tu poses la question de savoir comment on peut équilibrer ça, après on va jouer sur le prix, parce que le prix, quelque part, c'est décorrélé de la réalité, de toute façon. C'est ça qui va faire notre partie. Mais effectivement, si tu prends Wargame et que tu opposes les Abrams de première génération au T80 de dernière génération, tu auras le résultat qu'il y aurait eu dans la réalité. Le T80 va gagner. C'est pour ça que les Américains vont améliorer leur Abrams et tout ça. Mais maintenant, dans le jeu, le T80, il coûte beaucoup plus cher que l'Abrams. Donc de toute façon, c'est équilibré dans le jeu, puisque à prix équivalent, la puissance va être plus ou moins équilibrée. Et on rend systématiquement les unités françaises plus puissantes. Voilà, Parce qu'on les équilibre. J'avais cru remarquer. Le jeu. Donc Wargame, visiblement, a trouvé son public. Je crois que les premiers retours sont plutôt positifs. Ensuite, la presse a très bien étudié le jeu. Donc bravo déjà. Merci. Et est-ce que vous pouvez, très brièvement, pour conclure, nous dire genre quel est l'avenir un petit peu, en tout cas pour ce titre? Est-ce que vous prévoyez du DLC alors? Alors, s'il est gratuit, peut-être, ouais. Okay. Enfin, oui, il sera. Enfin, on va rajouter du contenu, des nouvelles maps. Puis on a envie que la communauté, les joueurs, quand ils s'investissent dans les jeux de strat, ça demande du temps. Il faut que la communauté on la fasse vivre pour qu'elle soit forte. Et donc, c'est à nous d'arriver, de dire tiens, on peut peut-être faire ça, on peut peut-être faire des tournois. Nous, on n'aime pas les DLC payants pour la simple raison que ça scinde la communauté entre ceux qui ont acheté et qui n'ont pas acheté. Donc ceux qui ont acheté, ils se disent j'ai acheté parce que j'aime le jeu, mais je peux jouer qu'avec ceux qui ont acheté. Donc c'est pas forcément à l'avantage de notre communauté. Mais je pense que si nous on fait une communauté, si on est loyal avec elle, elle est loyale avec nous. Donc derrière, elle aura peut-être envie de tester et d'acheter nos prochaines expériences, enfin nos prochains jeux. Donc c'est vraiment voilà, de toute façon on fait des jeux pour eux. C'est donnant. Ouais, non, on vit grâce à eux et quelque part nous sommes des troubadours quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.